Bonjour, je suis avec Pierre-Emmanuel Desmézières, ça se prononce comme ça? Oui, bonjour Marc, bonjour à tous. Ok, bienvenue Pierre-Emmanuel. Écoutez, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous de vive voix parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on parle. On ne s'est jamais Oui, en parlé, on s'est effet, déjà, ça fait plusieurs mois, peut-être plus d'un an, peut-être qu'on se parle, qu'on s'écrit, mais on ne s'est jamais parlé. Donc, c'est la première fois qu'on se parle de vive voix et cet échange vidéo. Voilà, c'est une bonne occasion. Merci et merci à la technologie. J'aurais préféré qu'on se voit à Bruxelles ou que vous soyez à Hong Kong, mais bon, voilà. Le but de cet échange est de pouvoir faire un point sur tout. Déjà, comme toutes les vidéos que je fais, c'est pour présenter des profils expatriés. Pas forcément dans le domaine politique, ça peut être culturel, ça peut être business, et cetera. Mais bien entendu, vu votre profil et votre engagement et votre expérience, votre profil est plutôt politique, donc on va parler aujourd'hui plutôt politique. OK? Nous avons déjà travaillé sur un article que je vais, reprendre, donc je vais suivre à peu près les mêmes questions et on va enchaîner avec des commentaires, des réactions naturelles. OK? très bien, merci beaucoup pour cette invitation, pour cet Alors entretien. voilà, J'espère que je saurai être intéressant pour les auditeurs. certainement. En tout cas, pour moi, ça me semble intéressant. Première question assez classique, Pierre-Emmanuel, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors voilà, je suis français, donc je vis à Bruxelles, au centre-ville, j'ai 53 ans. Je suis né en Franche-Comté, originaire d'une famille bourguignonne et par ma mère d'une famille lorraine. J'ai fait des études et je suis ingénieur en aéronautique. Je suis officier de réserve de l'armée de l'air. Euh, j'ai effectué mon service militaire dans la direction des renseignements militaires, ce qui m'a beaucoup intéressé. J'ai une formation assez complète en philosophie réaliste, c'est-à-dire aristotélicienne, et en théologie thomasienne, c'est-à-dire saint Thomas d'Aquin. Donc une saine philosophie et une saine théologie, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et j'ai une formation professionnelle de musicien classique, de chanteur classique. Je suis baryton lyrique. Euh, j'ai fait le Conservatoire de Paris et la maîtrise, la formation professionnelle de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Et enfin, je suis passionné d'histoire, de littérature également, mais surtout d'histoire maintenant. Depuis une dizaine d'années, je ne lis que de l'histoire. J'ai l'impression que ma vie est un peu segmentée en parties, c'est-à-dire que je me suis intéressé beaucoup à la philosophie, puis à la littérature, puis à l'histoire. L'histoire de Euh, France seulement ou toute l'histoire en général? Alors, l'histoire de France, prioritairement, évidemment, mais de toute façon, l'histoire de France a des liens avec tous les Hmm. pays européens, en tout cas. Donc, l'histoire de l'Europe, un peu des États-Unis, très peu de l'Asie, j'avoue. Mais en tout cas, tout ce qui est en lien avec la France, assez rapproché, voilà, j'ai étudié depuis l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui. Ok, J'ai essayé très. de balayer un peu toute l'histoire. Je pense que c'est assez nécessaire, même en politique. Euh, on voit bien le personnel politique aujourd'hui manque cruellement de culture, et depuis longtemps, hein, on dit que Chirac était assez inculte déjà, même s'il avait quand même une vision politique. On prétend qu'Emmanuel Macron est cultivé, mais il sort des grosses bêtises historiques, donc je n'y crois pas beaucoup. Et on voit des gens comme Sandrine Rousseau, des gens comme ça, qui n'ont absolument aucune culture. On voit arriver un personnel politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui fait peur par son inculture. Donc je pense que les hommes politiques, enfin tous ceux qui s'intéressent à la politique, devraient un peu plus se pencher sur l'histoire parce que c'est ce qui donne une vision politique en réalité. On voit bien Napoléon, par exemple, ou le général de Gaulle, pour prendre les deux grands exemples, avait une connaissance incroyable de l'histoire de France. En plus, ils étaient hypermnésiques, c'est-à-dire ils avaient une mémoire extraordinaire, donc ils arrivaient à tout retenir de l'histoire. C'était impressionnant. Et c'est ce qui leur permettait d'avoir une vraie vision à long terme, dans l'avenir, pour l'avenir. D'accord, très bien. Une question qui me vient là tout de suite. Pourquoi l'histoire en particulier? Alors, est-ce que c'est parce que vous vous inspirez, vous voulez un petit peu être comme Napoléon, De Gaulle, etc. C'est ça qui vous a inspiré ou c'est vraiment par curiosité, vous êtes rentré dans, Non, vous avez non, vu des films? c'est-à-dire, je pense que l'âge arrivant, je pense en tout cas pour moi,
Quand on vieillit, je crois qu'on commence à regarder vers le passé. Alors que Hmm. quand on est jeune comme vous, on regarde beaucoup plus vers l'avenir. Moins jeune quand même. Et Oui. donc D'accord. voilà, plus on vieillit, plus on s'intéresse au passé. Alors, ce qui n'empêche pas de s'intéresser à l'avenir aussi et d'essayer de voir dans l'avenir, mais on a besoin de s'ancrer dans notre propre histoire et dans nos racines. Et il y a une espèce de curiosité qui vient de plus en plus avec l'âge, je pense. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes de 20 ans qui s'intéressent beaucoup à l'histoire. Hein, c'est c'est pas Hmm. segmenté à ce point. Mais voilà, c'est mon cas en tout cas. Dans mon expérience personnelle, je vois que ça arrive. Plus je vieillis, plus je m'intéresse à mes racines, à ma civilisation et à l'histoire ancienne. Ok, très bien. Alors, parlons maintenant plutôt d'expatriation. Donc, vous ne résidez pas en France, vous êtes en Belgique. Alors, pourquoi vous avez choisi d'aller en Belgique pour y vivre et quelle est votre activité professionnelle? Alors, c'est une longue histoire. Donc, j'étais en Bourgogne, au fin fond de la Bourgogne, vraiment dans un village minuscule, au milieu des vignes et des vaches. Et on m'a proposé de venir à Bruxelles pour diriger un chœur grégorien. Alors, je suis musicien depuis l'enfance, hein, je joue du piano petit. Et puis, j'avais donc fait cette formation à la maîtrise de la cathédrale de Paris, où j'avais déjà une formation en chant grégorien assez poussée, même si à la maîtrise, on étudiait tous les styles de musique. Mais voilà, j'avais déjà un intérêt pour ce chant pour le chant grégorien, qui est assez méconnu et qui remonte pourtant vraiment aux origines de la France. Hein, vraiment, comme je dis, le chant grégorien a été composé presque tout le répertoire vers le 8e, 9e siècle, jusqu'au 12e siècle. Donc c'est un chant très ancien et c'est tout à fait passionnant d'essayer de retrouver nos racines, les racines de notre civilisation et de notre musique classique, parce que le chant grégorien, voilà, est à l'origine et le fondement de la musique classique occidentale. Donc j'étais en Bourgogne, je dirigeais une revue de philosophie et de théologie pendant 4 ans. Et puis, voilà, on m'a proposé tout simplement de venir dans une communauté religieuse à Bruxelles, une communauté religieuse, euh, pour diriger un chœur qui existait déjà, mais pour le reprendre et pour essayer de l'étoffer. Et voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'avais besoin aussi de revivre un peu en ville, puisque j'avais vécu 12 ans à Paris, et que la campagne, c'est très bien, mais voilà, on peut s'ennuyer un petit peu aussi. Donc, j'avais besoin de retrouver l'exaltation de la ville, d'une grande ville. Enfin, Bruxelles n'est pas une grande ville, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On parle de capitale de l'Europe, mais en fait, c'est assez petit. En tout cas, le centre est petit. Il y a beaucoup d'habitants. C'est assez étendu comme Londres, mais voilà, je crois qu'il y a moins d'1 million d'habitants. Ah, moins Donc, de le centre est millions, assez petit. c'est comme Marseille alors. Pardon? Moins que Marseille alors. À peu près Oui, comme oui, Marseille. oui. Non, c'est assez petit. On s'imagine. Non, en plus, le centre historique est vraiment minuscule. Hein. Donc ça reste humain, vous voyez. Je Ok. crois que j'aurais pas pu retourner à Paris, qui est une ville quand même assez stressante, très Mhm. grande. Et donc Bruxelles était une ville qui me convenait bien. En plus, on y parle français, comme je suis nul en langue. Voilà, ça me convenait bien. J'ai essayé d'apprendre le néerlandais, puisqu'en fait Bruxelles est une ville bilingue. Normalement, Mhm. toutes les annonces, toutes les publicités doivent être dans les deux langues. C'est dans la loi. En réalité, il n'y a que 10% de Flamands à Bruxelles et même ils quittent de plus en plus Bruxelles. Les Flamands ne supportent pas Bruxelles, donc ils s'en vont. Donc il reste assez peu de Flamands sur place. Et en plus, il y a une grande communauté française, hein, peut-être 80 000 Français à Bruxelles, par là. Donc c'est assez, on se trouve un peu chez soi, si vous voulez. C'est pas un grand dépaysement du tout. Est-ce qu'on peut vivre à Bruxelles en ne parlant que français? Pas Ah d'anglais, oui, oui, oui. donc Oui, c'est... oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, 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 non, non. La plupart des gens parlent français. Le néerlandais disparaît malgré tout. Il y a d'autres langues, évidemment, vous pouvez l'imaginer, parce que j'habite dans le centre-ville qui est
à prédominance musulmane, donc on parle beaucoup arabe en fait, hein, Mmh. sans- Bah, c'est de comme en plus en France. plus. Non, je rigole. Ouais. C'est comme à OK. Marseille peut-être. Ouais, mais petite question qui me vient, est-ce que vous tombez de temps en temps sur des gens à Bruxelles qui parlent ni français, ni néerlandais? Et donc ça, c'est très rare ça. Ah bah il y a si par exemple dans le quartier européen, il y a beaucoup de gens qui ne parlent qu'anglais. Des Parce que expats qui le sont quartier là pour européen, une oui, ils oui, sont là pour les institutions européennes. d'accord. Donc, par exemple, c'est des Allemands ou donc ils parlent pas allemand ici dans les commerces, mais ils parlent anglais spontanément aux caissières, par exemple, comme si Mmh tout le monde parlait anglais, mh. ce qui n'est pas forcément évident. Euh, voilà. Donc, mais le quartier européen, voilà, les fonctionnaires européens, c'est un peu particulier, hein. C'est des gens hors sol, comme disait le général de Gaulle. Le Ils sont général dans de une Gaulle, c'est bulle. vraiment. Pardon? Ils sont dans Oui, ils une sont dans bulle, une bulle. non? Oui, oui, complètement. Donc ça ne reflète pas vraiment la population. Et c'est des gens qui ne viennent jamais au centre-ville, par exemple, Mmh. qui ne connaissent pas la situation migratoire, par exemple. Bah, ils Ils sont ne la dans leur côtoient pas. résidence, ils ont, les bureaux, la Oui, résidence et après il y a tout qui est inclus, la salle de oui, sport, le machin et ça ils vont pas forcément besoin de faire oui. beaucoup de Ils sont courses dans et des cetera, quartiers mais même isolés parce que il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a des gens qui ne veulent pas du métro pour justement ne pas avoir de contact avec certaines populations. Donc il y a des quartiers comme Uccle ou Forest ou qui sont résidentiels et les gens refusent qu'il y ait le métro, en fait, ne veulent pas qu'il y ait un afflux de population à la zone. OK. Bon, très bien, intéressant. Alors bon, donc vous habitez en Belgique. Est-ce que vous êtes aussi en quelque sorte un petit peu belge dans le sens où vous vous impliquez dans la vie locale, vous votez aux élections locales, vous militez, vous vous intéressez à la politique locale? Alors pour l'instant, j'ai pas voté aux élections belges parce que la politique belge est extrêmement complexe. Euh, et guère compréhensible pour un Français. D'ailleurs, les Belges eux-mêmes s'intéressent plus à la politique française à leur propre politique. Ah bon? D'accord. C'est assez amusant. Ils nous parlent toujours de Marine Le Pen, etc., de Macron. Ils en connaissent presque plus que nous sur ces gens que leurs politiciens qui, c'est vrai, sont pas extraordinaires. Ils n'ont pas beaucoup Mais de par contre, charisme. ils ont pardonnez-moi, le vote, il est obligatoire en Belgique, je crois? Alors, il est obligatoire à partir du moment où on commence à voter, pour un étranger en tout cas. Si par exemple je commence à voter cette année, je devrais voter effectivement à chaque fois. D'accord. Oui, oui, non, mais Mais je parle tant que des je ne Belges. commence pas, Ouais. oui, pour les Belges, c'est obligatoire. Donc, Bien vous me que, dites le vote est obligatoire, mais ils ne s'intéressent pas trop à leur propre voilà, politique. bah, donc ils votent comme on leur dit de Au voter, hasard? Ouais. comme les médias leur demandent de voter, en gros. Et les médias, en général, ils penchent beaucoup dans un sens, je Ah bah, suppose. ils sont très à gauche, Mmh. voire à l'extrême gauche. Quand Mmh. j'écoute la RTBF, j'ai l'impression que c'est France Inter. Mmh. C'est OK. exactement la même idéologie. OK, très bien. Alors, bon, en tout cas, en politique française, vous avez l'air d'être, très engagé. Comment est-ce que ça a démarré, cet engagement, cette envie de militer? Et quel est votre parcours? Dans quel parti vous avez démarré et où vous êtes Alors, maintenant? Alors, je dites-nous tout. finis quand même sur votre première Oui. question sur la politique belge, parce que Ah oui, oui, bah, continuons, continuons, oui. j'ai pas tellement répondu. C'est-à-dire que maintenant, je m'investis effectivement à Bruxelles ville, donc c'est le centre-ville. Le bourgmestre, donc le maire, est socialiste et il a décidé de transformer le centre-ville en parc d'attractions à touristes. Donc, c'est une véritable catastrophe pour les riverains, puisqu'on subit des nuisances épouvantables. D'abord, les travaux sont arrêts. Depuis 7 ans que je suis dans mon appartement, 6 ou 7 ans, j'ai eu des travaux depuis 7 ans, sans arrêt. Parce qu'il veut refaire tout en fonction. Alors, évidemment, il y a un peu les écolos auxquels il est associé, qui influencent. Donc, on a peut-être un peu plus d'arbres et encore. Mais voilà, il nous impose des concerts, des DJ. Par exemple, cet été, on a eu ce qu'ils appellent les plaisirs d'été. Alors, ce n'était pas des plaisirs pour nous. Pendant 3 semaines, on a eu des DJ tous les jours, tous les après-midi jusqu'au soir. Sur la place juste à côté de chez nous, on n'a eu aucune concertation. Il a imposé ça sans demander si ça n'allait pas gêner les gens. Il y a des bébés, il y a des personnes âgées qui ont besoin de dormir, de se reposer.
Voilà, donc on est en lutte. J'ai fondé un collectif anti-bruit, anti-pollution sonore, pour essayer de fédérer les Belges en général, les Belges de souche, et d'essayer d'influer sur les élections qui auront lieu à la fin de l'année, les élections communales, en novembre, quelque chose comme ça. Donc, on va essayer de lancer cette histoire de pollution sonore qui depuis la crise du Covid, a une certaine résonance un peu dans toutes les villes. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup moins tolérants vis-à-vis du bruit. D'accord, très bien. C'est Alors assez ça, intéressant cette oui, manif. j'ai l'impression que c'est plutôt une initiative citoyenne. C'est pas un engagement dans un parti politique. C'est bien ça? C'était là, c'est Alors, je suis en lien avec les partis de l'opposition, en lien direct. d'accord. Que j'ai contacté, voilà, donc parce qu'il fallait bien s'appuyer sur quelqu'un Mmh. et sur les médias évidemment, mais donc c'est très difficile hein, d'avoir un débat en Belgique, surtout avec des socialistes qui tiennent la région, la ville, euh, qui sont très idéologues. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui dire, je l'ai attrapé dans la rue et je lui ai dit, mais vous êtes un idéologue. Et il m'a répondu, je parle du bourgmestre de Bruxelles, et il m'a répondu, c'est pour ça que je fais de la politique. Alors pour ceux qui comprennent pas, Sous-entendu, alors, pour ceux qui connaissent pas la sous-entendu pour politique imposer belge, une idéologie. voilà, alors c'est quoi Pardon? un bourgmestre? Bourgmestre, c'est le maire. D'accord, le maire de C'est le la. maire. C'est l'ancien D'accord. mot. En français, on disait bourgmestre aussi avant. Ah, Ils ont d'accord, gardé c'est certains intéressant. termes d'anciens français. Ok, Voilà. Donc, quant à votre deuxième question sur la politique française, oui, j'ai commencé à m'investir dans la Manif pour tous, donc c'était 2012, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, je rejoins le Parti chrétien-démocrate. Ensuite, je suis allé au FN parce que le Parti chrétien-démocrate correspondait à mes convictions, mais j'ai compris à cette occasion que voilà, pour influer vraiment efficacement dans la vie publique, la vie politique, il fallait malheureusement, enfin, un parti qui soit, voilà, qui a un peu plus de résonance dans la vie politique française. d'accord. Euh, voilà, donc je milite depuis pas mal d'années au FN plus RN. J'ai été candidat suppléant en 2017 pour les élections législatives. Euh, Dans quel circo? et pardon, Dans quelle circonscription? Quel dans circo? la situation au Benelux. Ah, Au d'accord, des Français de Benelux, l'étranger dans la. C'est voilà, quel numéro voilà, ça? oui, oui. Donc c'est Benelux, Quatrième? pour ceux qui ne savent pas, c'est les Quinzième? Pays-Bas, le Ouais. Luxembourg et la Belgique. Ok. Et Et en donc, suite 2022? à cette élection où on a fait quelques pourcents, hein, faut savoir que les Français de l'étranger sont très macronistes ou en tout cas centristes. Et donc, j'ai été nommé responsable pour Bruxelles-Capitale pour le Rassemblement national. Ok, Et c'est à cette occasion que j'ai réalisé la difficulté de coaliser les militants à l'étranger. ah, Pour vous pourquoi la donner un difficulté? exemple, pardon? Pourquoi la difficulté? Oui. Alors, je vous donne un exemple concret. Nous avions les élections consulaires, les dernières élections consulaires, je ne sais plus quelle année c'était. 2021? Euh, pardon? 2021. 2021, Mm. oui, c'est possible. Et bon, j'ai organisé une réunion, enfin co-organisé avec Thierry Mariani, qui est quand même quelqu'un de très connu, pour essayer de trouver des militants pour créer une liste, pour monter une liste pour les élections consulaires. Eh bien, nous avons eu 3 militants qui sont venus sur plus de 150, je ne sais pas combien il y avait. Donc les gens ne veulent pas se déplacer, ont peur surtout d'être vus, surtout en Belgique, je crois, en compagnie de personnalités du Rassemblement national. Et donc, voilà, on a réussi à constituer une liste finalement, mais c'est là que j'ai compris que les militants étaient très, très difficiles à bouger au Benelux et je crois en général dans le monde entier.
surtout pour des partis qui sont nazifiés, je dirais, c'est-à-dire qui ont une mauvaise presse, surtout dans les médias. Donc les gens ont peur de perdre leur travail, hein, c'est Mmh. légitime parfois. Si on sait que vous faites partie de Reconquête ou du Rassemblement national, vous êtes quasiment regardé comme un nazi, donc et les gens fuient Oui, et même je peuvent comprends ça. vous renvoyer Je connais sur ça. d'autres raisons. Mais voilà, donc c'est assez compréhensible, mais voilà, c'est la raison pour laquelle euh, voilà, j'ai voulu créer cette association dont on va parler de la France libre. D'accord et si je enfin, vous avez été, RN, mais vous avez aussi été Reconquête? Ou Alors, c'est ça? après, voilà, voyant justement le peu d'engagement des militants RN, je me suis dit, quand Éric Zemmour on a commencé à entendre les rumeurs de sa candidature, je l'ai contacté, ça doit être mai-juin 2021, 22, je ne sais plus. Ah, c'était Euh, avant sa déclaration à la présidentielle? Avant sa déclaration, oui, D'accord, beh, c'était en 2021 alors? Parce qu'en 2022 2021. c'était déjà Et donc, j'ai créé les Amis d'Éric Zemmour mmh. Belgique. Avec le représentant du parti VIA, de Jean-Frédéric Poisson. Donc nous avons créé une page Facebook, voilà, un groupe Telegram, etc. Et puis on a été évidemment contacté par le siège parisien, et puis on a commencé à avoir des réunions toutes les semaines, préparées d'abord pour créer le parti Reconquête, qui a été créé, je crois, en novembre ou décembre, c'est plus 2021. Oui. Et puis essayer de, voilà, de coaliser, de faire venir des adhérents, etc. Qui était en charge de Reconquête à ce moment-là? Pour le Alors, Benelux tout au et pour la Belgique? début, donc il y avait personne. Ensuite, ils ont nommé effectivement l'un des membres du bureau, un peu sans le connaître, hein. Bon, c'était l'inconvénient d'être loin du siège parisien. Et puis, voilà. Bon, il y a eu beaucoup de difficultés, hein. Il faut vraiment je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un véritable roman. Euh, mais il y a eu des petits problèmes dans le bureau, des engueulades, enfin, tout ce qui est dans la politique habituellement, des Mmh. ambitions, voilà, des prises de position, des petits chefs, etc., comme partout, hein, je crois que dans toutes les circonscriptions, il y a ça. Et donc, on a changé de responsable parce qu'il a démissionné, tout simplement. Donc on a eu un deuxième responsable. Ensuite, il a fallu préparer déjà, même avant les présidentielles, on a pensé aux législatives. Et donc on devait en fait trouver une femme. Voilà, on a trouvé une militante de VIA qui a bien accepté de se présenter aux législatives. À vrai dire, on n'a pas trouvé d'autres. Donc voilà, et, les moyens humains étaient tels que a dû présenter la seule personne qui était volontaire. Voilà. Et donc là-dessus, donc il y a eu les présidentielles qui ont été une déception évidemment immense parce qu'on s'était un peu monté la tête. Hein, il faut avouer que Zemmour était à 15%, les sondages étaient totalement surévalués. Donc la réalité nous a un peu dessillé les yeux et on s'est dit oh là là. Et donc il y a eu un petit coup de mou évidemment. Et voilà, et donc on a rechangé de responsable. Donc c'est la candidate législative qui a pris les devants et qui s'est promue responsable du Benelux. Voilà, donc là-dessus, il y a eu d'autres problèmes et moi j'ai finalement démissionné pour revenir au RN. Donc j'avais évidemment encore des liens avec les militants Benelux. Donc ça a été assez facile. Ils ont tout à fait compris. Ils ne ferment pas la porte, hein, le RN, contrairement à ce qu'on croit. Euh, Certains responsables, bon, sont un peu embêtés, évidemment, même énervés que certains
certains responsables du RN soient passés à Reconquête, Mhm. mais la porte est toujours ouverte, hein. Il faut avouer que ceux qui ont compris leur erreur, hein, ou l'erreur, en tout cas, ont changé d'avis, sont revenus assez facilement au RN. Et comment ils sont vus? Parce que j'imagine que quand vous êtes parti du RN, ils vous ont un peu, ben, ils n'étaient pas contents. Et après, quand vous y revenez, bon, ça se passe bien. Ah oui, bah, étant donné que je n'avais plus de responsabilité, il n'y avait pas de problème, hein. De toute façon, non, quand je suis parti, ils n'ont rien dit. J'étais déjà plus responsable, hein, depuis un moment. Suite à l'affaire que je vous ai racontée avec Thierry Mariani, j'avais un peu donné ma Mhm. démission, disant il y a rien, on peut rien faire avec les militants ici, donc je laisse tomber, ça sert à rien. D'accord. Et puis donc j'étais parti depuis un moment, et puis quand je suis revenu, bien, ils m'ont accueilli, je dirais pas les bras ouverts, mais enfin, ils n'ont rien dit de particulier. Mhm. D'accord, très bien. Et c'était quand la démission de Reconquête? À quel moment? Alors, en septembre 2022, 2022. Ah, c'était longtemps alors. Donc, alors j'ai démissionné du bureau, il faut être précis. J'ai pas démissionné de Reconquête, j'ai mhm. démissionné du bureau de Reconquête De parce que Reconquête j'estimais que la Benelux. nouvelle réponse. Pardon? De Reconquête Benelux, c'est ça? Voilà, de Reconquête Benelux. Et j'ai repris ma carte ORL. Voilà, là-dessus. Donc D'accord. voilà, j'ai démissionné. Bon, il y a eu des histoires pas possibles, je vais pas rentrer dans les détails, mais Mhm. c'est pas très glorieux. Donc, pour le parti Reconquête. Donc, et après, j'ai été exclu à partir de rumeurs, des un peu curieux et farfelus, comme je disais. On m'avait accusé d'avoir volé le fichier des abonnés, le carnet des abonnés. Je n'ai pas compris ce que c'était. Personne n'a compris ce que c'était. Mhm. Et je crois que les services de Nicolas Bay n'avaient pas envie ou pas le temps, en tout cas, de rentrer dans les détails. Donc, ils m'ont exclu du parti à partir de. Alors, j'ai reçu une première lettre, un peu comme vous, la même lettre type d'ailleurs, hein. Mhm. Oui, C'est-à-dire, qu'ils envoient à tout le monde. oui, 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 et donc c'était pas vraiment justifié. On parlait de détournement de page Facebook, enfin, alors que le parti m'avait autorisé à garder ma page Facebook à condition de changer le titre, puisque c'est moi qui avais fondé la page, j'en étais propriétaire juridiquement. C'est moi qui l'avais alimenté tous les jours, j'étais le seul à m'en être occupé. Les abonnés étaient des gens, mes amis Facebook, de mon compte personnel, donc il y avait pas grand-chose à voir. C'était pas des adhérents de Reconquête, il n'y en avait pas énormément. Voilà, donc j'ai quitté sans essayer d'aller à Paris me justifier parce que j'avais pas le temps. Vous voyez, on n'a pas de temps à perdre avec ces querelles un peu ridicules. D'accord. Bon, très bien. Donc maintenant, parenthèse Reconquête fermée, maintenant de retour à Rennes. Et donc, ce mouvement continue sous un nouveau nom. En tout cas, je vois que c'est la France Libre. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est une association qui est enregistrée? Est-ce que c'est juste une page Facebook? Est-ce que c'est un groupe Telegram? Est-ce que c'est juste un groupe d'amis? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est pas forcément un groupe d'amis, mais enfin, c'est des gens qui se connaissent déjà comme fondement du Benelux, mais il y en a beaucoup de la France libre que je ne connais, que je n'ai jamais rencontré, avec qui je corresponds, comme avec vous de temps en temps. Euh, Par exemple au Canada, donc en Afrique, en Asie, etc. Donc c'est une association de militants, tout simplement, pas déclarée, c'est une association informelle. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de créer des statuts, etc., hein. Mhm. Donc des militants de Reconquête, des militants du Rassemblement national, de VIA, du Vlaams Belang aussi, parce que c'est le premier parti flamand. Donc on essaie aussi d'avoir un lien avec les partis pays d'accueil. Euh, voilà, donc c'est une association, on essaie de se coaliser tout simplement pour avoir une véritable efficacité. Parce qu'on voit bien que séparés, on ne peut pas avoir vraiment d'efficacité, même pas sur les réseaux sociaux. Et D'accord. je vous dis, quand on réunit les militants, il y en a deux ou trois qui viennent, donc c'est pas suffisant pour avoir vraiment un impact.
Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est difficile de s'occuper de tous les réseaux. Sur toute la France libre, on est vraiment sur tous les réseaux maintenant, même sur TikTok, sur Instagram, sur Getter, enfin, voilà, sur VK. Donc on doit, pour gérer tout ça, il faut quand même être plusieurs. Et le fondement, c'est quand même le canal Telegram, hein, qui est là où il y a toutes les informations qui permettent justement aux militants de recueillir ces informations et de les diffuser. OK. Donc c'est un peu voilà, c'est pas en concurrence contre les fédérations, mais c'est en essayant voilà, d'unir les militants qui veulent vraiment agir sur le terrain, enfin sur le terrain concret, c'est-à-dire dans les manifestations par exemple, parce qu'à Bruxelles on a beaucoup de manifestations, on était à toutes les manifestations, même contre Evras, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était l'éducation sexuelle des enfants, Mmh. où on s'est retrouvé avec que des femmes voilées, que des manifestations, c'était amusant. Mais bon, pour le coup, on s'est réunis à cette manifestation pour défendre les enfants du wokisme, etc. Donc, euh, donc on a une action sur le terrain parce que si on était dispersé, on ne pourrait pas vraiment être très nombreux à ces manifestations. Et puis sur les réseaux sociaux, évidemment, on essaie de prêcher la bonne parole ou d'avoir une influence en tout cas. OK. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les groupes que j'ai créés aussi informellement, UDD, Union des droites. Est-ce que j'ai l'impression que vous faites un petit peu, de la métapolitique pour l'Union des droites. Est-ce que vous y croyez? Alors, euh, pas franchement. Le but de la France libre, c'est vraiment d'unir les militants de droite et pas forcément d'unir les partis de droite. Il faut bien distinguer parce que euh, pour moi, l'union des droites, évidemment, est désirable. On aimerait vraiment que les partis puissent s'allier. Mais aujourd'hui, on voit bien que la situation en France des partis de droite ne permet pas cette unité. C'est tragique, mais c'est pas comme en Italie où il y avait une possibilité. En France, on voit bien que les LR, les Républicains, ne pourront jamais s'allier au Rassemblement national parce qu'ils ont une posture antifasciste quasiment, je dirais. Donc c'est impossible qu'ils puissent imaginer de s'allier au Rassemblement national. Reconquête, malgré les bonnes paroles à une époque, on voit qu'ils ne veulent plus du tout s'allier à qui que ce soit. Enfin, Éric Zemmour dit, à chaque fois qu'il parle d'unité des droites, c'est pour dire je vais réunir dans mon parti les militants des partis de droite. Venez voter pour moi. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une unité des droites. Et puis, je pense que pour le Rassemblement national, ça n'est pas stratégiquement intéressant de se lier avec Reconquête. C'est-à-dire que Reconquête cristallise la diabolisation, bien connue du Rassemblement national. Et donc, en cristallisant cette diabolisation, euh, Reconquête rend service au Rassemblement national qui paraît, à contrario, plus sympathique et plus, voilà, que les gens ont moins peur de voter pour eux. Je pense que si le Rassemblement national a eu 88 députés à l'Assemblée nationale, c'est évidemment grâce à leur travail, mais aussi parce que Reconquête est arrivé dans le paysage politique. Il y a quelque chose que vous avez écrit qui m'a, qui me que je qui m'a marqué un petit peu. Vous avez écrit: «Je dirais même qu'il y a une complémentarité involontaire entre ces 2 partis qui exigent leur nette séparation. Reconquête a une stratégie que j'appellerais de conviction, à savoir affirmer ses convictions sans filtre, sans se positionner électoralement, en pensant que la vérité crue va être à terme attirer les électeurs de plus en plus nombreux». Et c'était exactement la stratégie de Jean-Marie Le Pen, à l'époque. Voilà, donc en fait, c'est ce que vous venez de dire en d'autres termes, mais donc vous pensez que c'est complémentaire? C'est complémentaire pour cela, alors ça c'est vraiment involontaire, et puis aussi pour la dynamique, il faut quand même avouer que Reconquête a une dynamique chez les militants, voilà, une force que n'avait en tout cas pas forcément le Rassemblement national. On voit sur le terrain, les militants de Reconquête sont plus investis, la communication est plus efficace, enfin,
en tout cas, plus pensés, plus sur les réseaux sociaux, ils sont plus présents. Même si quelquefois c'est un peu du fanatisme, mais en tout cas, le Rassemblement national, je vois, s'inspire un petit peu de cela. Euh, on a même reproché à Jordan Bardella de reprendre certains termes d'Éric Zemmour, mais pourquoi pas, une fois que quand un intellectuel lâche des expressions, des mots, pourquoi ça ne lui appartient plus, c'est le jeu. Donc c'est normal que le Rassemblement national s'inspire des autres partis. Oui, bah, tout le S'il y monde a le des fait, bonnes hein. idées. Reconquête, Oui, 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 enfin, tout à fait. pour que la France reste la France, ça vient pas d'Éric Zemmour, ça vient d'Éric Ciotti à l'origine. Donc tout le monde, il y a pas de, y a pas de, y a pas de copyright sur les slogans. Exactement. Ok, très bien. Alors, vous êtes membre du RN donc maintenant. Donc, donc ça, c'est votre position. Est-ce que dans la Fédération des Français étrangers, c'est le même état d'esprit? Est-ce qu'ils pensent quand même négocier? Parce qu'en fait, nous, chez les Français étrangers, on a peut-être des profils spécifiques par rapport à la France. Est-ce que la Fédération des Français étrangers est plus encline, je dirais, à faire cette union des droites? C'est quoi leur mentalité? Comment ça se passe? Moi, je connais la Fédération de Reconquête et chez le RN, ça se passe comment chez les Français de l'étranger? Donc, voilà, j'en ai parlé publiquement au lancement par Jordan Bardella de la Fédération des Français de l'étranger du RN, qui s'est déroulé à Bruxelles le 2 février de l'année dernière. Et donc, il y a eu des réactions plutôt vraiment positives de la part des militants, de la part même d'élus, euh, qui m'ont dit, mais évidemment, surtout par exemple, il y avait des élus de Russie ou de pays vraiment lointains, qui m'ont dit, évidemment, évidemment, il faut qu'on se réunisse. Les militants ne doivent pas rester dans leur coin. L'entre-soi, il y a rien de pire pour le militantisme. Euh, et puis j'ai eu quelques réactions négatives, oui, il y a des ressentiments évidemment vis-à-vis de Reconquête, qui leur ont volé peut-être quelques militants. Bon, on voit que certains reviennent assez vite. Donc non, franchement, je pense que le Rassemblement national n'est pas du tout opposé à ça. Euh, Même Jean-Lin Lacapelle, je pense, qui est donc le responsable de la fédération, tout à fait ouvert au dialogue et à une coopération, hein. Pas de sectarisme. Bah, au dialogue, ça c'est sûr, parce que je me rappelle qu'on avait un projet de liste commune pour les sénatoriales et j'ai rencontré Jean Lacapelle en personne avec un député, François Thibault, de mémoire. Il y avait Edwige Giage aussi. On s'était rencontrés à Paris à l'AFE en 2023, quelques mois avant les sénatoriales. Et, euh, et voilà, il était prévu qu'on travaille ensemble. Après, bon, ça s'est pas fait pour X raisons. J'ai l'impression dites-moi si je me trompe, que le RN n'est pas sur la position de l'Union des droites. Cependant, ils sont assez ouverts à la discussion. Euh, Oui, Après, peut-être c'est pas tous, exactement ça. tout le monde est assez différent. Voilà, là, je me rappelle, par exemple, le jour du vote des sénatoriales, j'ai vu, par exemple, un élu de Russie qui est RN et il m'a pas serré la main. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé. Je ne savais pas qu'il m'en voulait pour quelque chose. Voilà, donc, mais en tout cas, voilà, il y a des avis, il y a de tout comme avis. Mais en tout cas, je n'ai pas encore cerné la mentalité au RN. Mais en tout cas, de ce que je connais, il y a un élu qui s'appelle Eric Minet qui est en Thaïlande, avec qui je suis, on va dire, un peu assez copain depuis de nombreuses années, qui est très bien et je sais que il y a des gens comme lui qui sont pour euh, un travail en bonne intelligence de toutes les droites. Voilà, après, à mon avis, enfin, bon, ça c'est mon avis personnel, peut-être que les circonstances pourront imposer quelque chose en 2026. Ça, on verra, on se mettra peut-être autour de la table et on discutera, on négociera. Est-ce qu'au Benelux, il faut faire une liste avec plusieurs partis ou est-ce que chacun va de son côté et on prie pour dépasser le seuil pour avoir un élu ou plus? Alors pour le Benelux, vu le nombre d'attachés parlementaires que l'on aura,
s'il y a une trentaine de députés, il y aura peut-être une soixantaine d'attachés parlementaires sur place. Donc pour faire une liste, on n'a pas besoin des autres partis. Le Rassemblement national, c'est ce qui s'est passé la dernière fois pour les consulaires. La liste était en fait remplie d'attachés parlementaires. D'accord, ok, ouais. Parce Ils qu'ils donnent, ils résident à Bruxelles, la plupart d'entre eux. ils résident à Bruxelles, oui, Ce pour sont la des Français à plupart, oui, oui. l'étranger. Ah, ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc pour ça, on n'aura pas besoin d'alliance c'est malheureux, je dirais, pour Mm. l'unité des Bah, droites, mais après, bon, il y a faire la liste et après obtenir les voix. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de problème pour faire une liste, il faut quand même essayer enfin, je pense, d'essayer de rassembler voilà. À Hong sans Kong, par doute, exemple, il faut faire une liste de 7 personnes, beaucoup moins qu'à Bruxelles, ou peut-être qu'il faut 30 personnes sur la liste. Mais effectivement, je peux mettre 23, 24. mes amis, je mets tous mes amis, et j'arrive à trouver 7 personnes. Mais bon, c'est pas parce qu'on met tous ses amis qu'on arrive à rassembler. Alors, pour une précision, je crois que les consulaires, c'est par pays, hein, les listes. C'est pas par circonscription. C'est par consulat. Donc, un consulat peut avoir Par deux pays. consulat. Par exemple, Oui, bon, là, je parle de l'Asie parce que je connais pas bien Bruxelles, mais Thaïlande et Birmanie, c'est ensemble. Voilà. Donc, d'accord, une circonscription peut avoir plusieurs pays. C'est le cas aussi des petits pays aux Pays-Bas, j'imagine, en Europe de l'Est. Et après, un pays peut avoir plusieurs circos. Par exemple, la Chine, il y a 4 circonscriptions en Chine. Il y a Pékin, c'est pas la même que Shanghai, c'est pas la même que Chengdu et Wuhan, et c'est pas la même que Hong Kong où je suis. Euh, d'accord. voilà, voilà. Ok, très bien. Oui, oui, donc quand je parlais de 23, 24 personnes sur la liste consulaire, c'est pour la Belgique, c'est pas pour le Benelux. Parce que la D'accord. Belgique Donc, a un consulat. ok, Voilà. très bien. Alors, bon, là, on a parlé du RN. Maintenant, qu'en est-il de Reconquête? Qu'est-ce que au niveau fédération, est-ce que vous avez des anecdotes à diffuser? Bon, je sais bien qu'on ne va pas parler de tout et de rien. On pourra en parler des heures, bien entendu. Ça ne va pas intéresser tout le monde. Mais quel est votre, je dirais, maintenant vous n'êtes plus dans Reconquête, qu'est-ce que vous pouvez faire comme témoignage pour ceux qui ne sont pas dans le parti, pour qu'ils comprennent, ben, en fait, comment ça se passe de l'intérieur quand on est. Puis moi-même, je ne sais pas, en tant que je suis en Asie, moi, ça m'intéresse de savoir comment se passent les choses depuis la Belgique. Comment vous avez vécu ça? Voilà. C'est-à-dire la défaite ou tout le processus de création du Le parti. fonctionnement, en fait, quel est votre avis? Enfin, c'est plutôt une question globale. Que pensez-vous de Donc, l'organisation du parti Reconquête? Moi, par exemple, je dis souvent que je soutiens toujours les idées d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. Donc, j'aime bien, je soutiens l'idéologie, mais je ne soutiens pas le parti parce que je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes de fonctionnement. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? oui, Vous, effectivement, voilà. il y a un énorme problème structurel depuis le début, hein, depuis le début, et j'ai pas l'impression que ça s'améliore, voire même que ça empire. Euh, donc c'est un peu tragique, mais dès le début, donc je vous ai dit, on a nommé les gens au doigt mouillé, hein, sans les connaître, les responsables, des gens qui avaient pour certains de grandes qualités, pour d'autres qui n'avaient pas du tout les compétences. Donc, et ça a créé évidemment des déceptions parmi les militants qui ont fui pour certains, des fondateurs qui ont démissionné comme moi. Euh, et j'ai l'impression que il y a un blocage parce qu'il y a trop de gens arrivistes, enfin, qui, qui cherchent à se placer et qui n'ont pas d'expérience politique également. C'est ça un petit peu le problème de Reconquête, c'est le manque d'expérience. Ils ont beaucoup. Ok, alors on est de retour, on a un petit problème de son. Donc on était en train de parler de l'organisation du parti Reconquête. Donc je sais plus ce que vous disiez. Alors, je parlais donc des idées d'Éric Zemmour qui comme je disais, balance, Oui, bon, n'est pas très diplomate et a choisi cette manière de procéder un peu provocante, d'ailleurs, qui a marché aux États-Unis, hein, je pense toujours à Trump. Mais manifestement, en France, le fait d'affirmer la vérité crue et même un peu provocante euh, fait peur aux électeurs. alors, Et malheureusement, pardon, ouais, je vous laisse dire. En fait, je voulais dire qu'en fait, là, on parle du positionnement idéologique, pas forcément de l'organisation du parti. Mais oui, oui, allez-y, allez-y. oui. Donc, on parlait, je crois, de la Fédération des Français de l'étranger.
Oui. Euh, et effectivement, vous me parliez de... Oui, je pensais qu'il y avait un énorme problème structurel depuis le début et qui malheureusement, semble-t-il, ne s'améliore pas du tout. Donc on en est, je crois, au quatrième responsable de la fédération. Ils démissionnent tous un par un. Moi, comme je disais dans mon texte, je pense que le nouveau va démissionner d'ici peu. Donc, on va en avoir un cinquième. C'est très, très. Ils ont beaucoup de difficultés à s'organiser, à créer quelque chose de solide. Alors évidemment, on peut dire c'est un parti qui débute, mais le problème, c'est que depuis 2 ans, même plus de 2 ans et demi, ça ne s'améliore pas. Donc je suis très préoccupé. Même si je suis du RN, je peux quand même penser qu'il faut qu'on ait des droites un peu solides. Mhm. Et il faut dire qu'à l'étranger, c'est vraiment une catastrophe. Pour la Fédération des Français de l'étranger, c'est vraiment, on est en plein naufrage. Et ils n'arrivent pas à se relever. On voit, je suis quand même en contact encore comme si j'étais à l'intérieur parce que j'ai des amis qui sont de Reconquête, donc qui m'informent de ce qui se passe. Euh, c'est un peu inquiétant, quoi, voilà. Je ne sais pas comment ils vont sortir de cette situation, mais il faudrait vraiment, je ne sais pas, faire table rase ou remettre les pendules à l'heure. Je ne sais pas. Il y a vraiment un énorme problème de personnes et structurel, hein, parce que on voit dernièrement, ils ont envoyé un courriel euh, avec, je sais pas, ils ont sauté d'interligne, les phrases étaient coupées en deux. Enfin, c'était un amateurisme incroyable Ah, pour j'ai une pas vu ça. fédération. C'était sur quel sujet? Bon, peu importe. C'était pour, je crois, une visio, une préparation pour une visio, une Mhm. convocation, je sais pas. C'était public, hein. Ils ont envoyé ça à tous les adhérents, je crois, des Français de l'étranger, et il y avait c'était Ah oui, oui, écrit j'ai reçu. vraiment sans vérification. En fait, c'était une seule personne qui l'avait fait, peut-être sur son téléphone. Et quand il l'a envoyé à toute la fédération, c'est arrivé avec des interlignes de 3 lignes, enfin des trucs absolument illisibles. Donc, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une équipe véritable, parce qu'on dit qu'il y a une équipe, qu'il y a un bureau pour le responsable de la fédération, mais on se demande s'ils agissent. Et ça depuis le début, parce que moi, je me souviens, j'écrivais les textes, les courriels pour les adhérents. C'était envoyé au siège à Paris et ça revenait avec des fautes d'orthographe que je n'avais pas faites et où il supprimait certaines phrases les plus importantes pour la candidature de notre candidate, pour la promotion de notre candidate. Donc, ça veut dire qu'il ne comprenait pas ce que j'écrivais. Je m'en étais plaint, il m'avait dit oui, c'est la catastrophe, mais en fait, ça ne s'améliore pas. On a l'impression qu'il n'y a pas une véritable équipe à la tête de la fédération qui collabore. Mhm. Il y a beaucoup de postes, hein, et il paraît qu'il y a une dizaine, une quinzaine de personnes dans le bureau du responsable, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Ils ont des titres, mais ils n'agissent pas. Ils n'arrivent pas à s'entendre, je ne sais pas. Ils font des réunions, hein, ça, il y a pas de problème, des visios, mais ça n'a pas l'air d'évoluer dans le bon sens. Ouais. Quelle pourrait être une explication possible? Là, je réfléchis en direct, hein. Moi, je me suis dit que je me suis toujours posé la question pourquoi Éric Zemmour est si intelligent, brillant, etc. Mais pourquoi le parti a tant de problèmes? J'ai l'impression qu'il ne gère rien du tout, il délègue tout à des gens, Ah oui, et tout à fait. il ne regarde pas ce qui se passe. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas au final? Mais quand, il faut quand même choisir les personnes à qui on délègue. Alors, comment on peut Oui, arriver oui. à un tel niveau? Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui font ça volontairement? Est-ce que c'est parce qu'il y a du copinage? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Moi-même, aujourd'hui, je ne sais pas. En fait, là, je me pose toujours la question, est-ce que Nicolas B ou Thomas, son assistant, etc., ils sont sincèrement convaincus des motifs d'exclusion à votre rencontre ou au mien? Ou est-ce qu'ils ont tout simplement été embobinés? En fait, moi, je me demande ce qui se passe dans leur tête. Est-ce qu'un jour, je me dis, ils vont nous voir, ils vont dire, ah bah désolé, c'était une erreur, etc. Ou en fait, non, 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 ils assument que c'est vraiment ça, le tel motif est vraiment valable. Est-ce qu'ils y croient? Ou en fait, ils savent très bien que c'est pas le bon motif, mais en fait, il y a d'autres motifs derrière. C'est-à-dire, oui, mais c'est vrai que c'est pas un bon motif, on t'a viré, tout ça, c'était pas juste, mais on était obligé parce que lui, c'est le copain de cette. Je sais pas.
D'après vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de Un la, peu tout ça, est-ce que c'est du copinage ou est-ce que c'est de l'incompétence? Ou est-ce que c'est autre les chose? deux. Les deux? Ou peut-être. Ouais. Les deux. Je pense qu'effectivement, le gros problème du parti structurellement, c'est qu'Éric Zemmour ne gère pas son parti. Il ne connaît même pas l'équipe qui est autour de Sarah Knafo, m'a-t-on dit. Que je connaissais quelqu'un qui était très proche de l'équipe de Sarah Knafo et il ne connaissait pas Zemmour. C'est-à-dire Éric Zemmour n'allait pas à leur rencontre pour gérer le parti. C'est un homme qui n'a pas forcément l'habitude de coopérer, de gérer une équipe. Et donc, il délègue ça à Sarah Knafo. Euh, donc, il y a déjà ce problème-là. Je pense qu'ils ont aussi un manque de personnel parce que, effectivement, pour gérer la Fédération des Français d'étrangers depuis Paris, donc les exclusions, je pense qu'ils prennent tout ce qu'on raconte pour argent comptant, puisque Ouais. mais exclure sur une histoire de détournement de page Facebook, alors qu'il n'y a qu'une seule page déjà, ou enfin tous les motifs, ou alors pour vous-même, on voit bien que les informations n'ont pas été vérifiées, pas du tout. Donc ils ont fait confiance à une personne, et voilà. Moi, c'est comme ça que par exemple, la nomination de la responsable du Benelux, ça s'est passé de cette manière, c'est-à-dire qu'elle a appelé euh, le responsable de la fédération en disant voilà, le responsable actuel ne répond pas au téléphone, donc je me propose pour être la nouvelle responsable. Elle a été nommée comme ça, sans essayer de joindre le responsable en titre Hmm. pour lui demander s'il avait laissé tomber ou sans nous joindre le bureau pour savoir si effectivement il y avait un problème. Non, au mois d'août, il a dit voilà, bon, on m'appelle, on me dit que c'est la Bérésina, qu'il n'y a plus personne dans la fédération, donc je nomme cette dame qui m'appelle. Ça, c'est incroyable. Les bras À m'en mon sont avis, tombés. ouais, à mon avis, il faudrait remédier avec ça. Je ne sais pas si vous êtes du même avis, mais du coup, je vous pose la question. Il faudrait faire des élections. Je ne sais pas comment ça se passe au RN. Est-ce qu'il y a c'est toujours des nominations ou est-ce qu'il y a des élections? Moi, je sais par exemple dans d'autres partis, les Républicains, même les macronistes, j'imagine la gauche aussi, ils font des élections. Pour moi, pour être logique, je suis en Asie, Océanie orientale. Il faudrait faire un vote par les militants pour choisir qui est le responsable de la circo. Ce serait logique. Au moins, il n'y a pas de. Et s'il y a des concurrences, au moins, on reconnaît celui qui a été élu. Donc, moi, je peux être candidat. Si quelqu'un d'autre est candidat aussi, mais qu'il est élu, alors je me range derrière lui et et j'accepte le vote des militants. Moi, je pense qu'il faudrait que ça se passe comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, en tout cas, au moins que les militants soient consultés. Hmm. C'est le minimum. Même si le vote n'est pas forcément, si on ne tient pas compte du vote, qu'il y ait au moins un Ouais. consensus. Il faut que la personne qui est nommée soit acceptée par les militants actifs Hmm. de Ouais, la sinon, il y aura toujours circonscription. des guerres d'ego, des petits chefs. Là, là. Comment ça Donc ça, se... c'est vraiment le problème. On ne peut pas avoir une dénomination qui vienne d'en haut sans tenir compte du terrain. Ça, c'est une énorme erreur de la part du parti, hein. Et ça, Hmm. apparemment, ça ne change pas. Ça ne Et change pas, ça. comment ça se passe au RN? C'est aussi des nominations ou c'est des élections? C'est pas des élections, mais c'est des nominations, mais au moins les personnes sont connues. C'est-à-dire que elles sont connues des responsables. C'est des gens qui sont depuis plusieurs années dans le parti. Donc ils connaissent tous plus ou moins un élu, etc. Enfin, peut-être il y a des cooptations effectivement, comme partout, pour services rendus, etc. Mais au moins on connaît un peu la compétence de la personne. En général, hein, c'est difficile quand même parce qu'il y a certaines circonscriptions, c'est pareil, il n'y a pas tellement le choix. Donc, il faut bien Hmm. nommer quelqu'un. Euh, voilà. Donc c'est quand même beaucoup moins du copinage, hein. C'est pas, on prend pas n'importe qui. Il y a des erreurs de casting comme partout, comme dans tous les partis, Hmm. mais voilà, on n'arrive pas à un tel niveau de corruption, je dirais, parce que la conquête, c'est vraiment ça, hein. Les gens qui s'inventent des CV ou qui font un peu n'importe quoi. Hmm. C'est un peu malheureux qu'un parti qui prétend renouveler la politique soit, en tout cas pour la Fédération des Français de l'étranger, hein. En France, je ne sais pas exactement, même s'il y a eu des exclusions en chaîne aussi en France, hein, il y a un problème.
Mais voilà, c'est un peu, je sais pas. Comme vous dites, c'est un peu mystérieux, quoi, qu'il y ait une telle concentration de problèmes dans un Mhm. parti qui démarre. Je pense que c'est effectivement une certaine incompétence, hein, un manque d'expérience politique aussi, chez les personnes qui sont sans doute volontaires, mais enfin qui ont essayé de se caser, hein, de se trouver un poste, voilà, mais qui ne font finalement pas grand-chose. Ils ont Mhm. pas. C'est dommage parce qu'on devrait nommer des gens qui sont déjà investis, vraiment, par exemple dans les réseaux sociaux ou quelque chose d'actif. On gère des gens qui ont une bonne figure, on nomme des gens voilà, qui présentent bien, mais il n'y a pas forcément une compétence derrière. Et donc, Ok. quand on se donne des compétences, on sait que ça finit toujours mal. Le poste ne donne pas de compétences, le titre ne donne pas de compétences. Mhm. Ça, c'est un problème qu'on rencontre un peu partout, hein, même dans les entreprises. Je crois qu'en nommant quelqu'un, il va par miracle avoir des compétences pour le poste. Mais ça se passe pas du tout comme ça. Et ça crée des tensions énormes. Et voilà. Et dans les partis, comme on n'est pas payé, les tensions prennent des proportions énormes, hein. Dans l'entreprise, bon, ça peut encore aller, on est payé, donc on peut supporter Oui, oui, oui. des petits chefs. On peut supporter les petits chefs parce qu'on se dit, bon, finalement, je gagne de l'argent. Mais là, dans les partis, pas grand-chose à y gagner. Donc, à part la gloire, une gloire souvent factice. Mais donc voilà, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais la fédération voilà, de reconquête n'est pas pour l'instant en ordre de bataille, on va dire. Bon, en tout cas, on leur souhaite, je pense que vous allez être du même avis. En tout cas, moi, je crois toujours en l'union des droits. Je pense qu'on peut l'imposer, mais il faut un rapport de force. En tout cas, moi, je leur souhaite à Reconquête parce que je suis toujours soutien de Zemmour et de Marion Maréchal. Et même si je sympathise aussi avec Bardella et Marine Le Pen, avec leurs idées, je souhaite à tous les partis de droite de mieux s'organiser. Donc, on leur veut pas de mal à nos amis de Reconquête. Bien entendu, ce serait super d'avoir vraiment des comparses efficaces et bien structurés, parce que finalement, on avance tous ensemble. Mhm. Malgré tout, même s'il y a des rivalités le jour du vote, même s'il y a des tensions, euh, on voit bien les partis de droite quand même prennent de l'importance en Europe et dans le monde et il faudrait, c'est pour le bien de tous, de la France en tout cas, que tous les partis de droite progressent. Ce serait bien que LR soit vraiment gaulliste, voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il y a une émulation entre les partis malgré tout. Ok. Alors, globalement, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Comment vous voyez l'avenir de la France, honnêtement? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, bon, ok, je m'engage un peu comme je peux, mais bon, j'y crois pas trop, je reste en dehors de la France, ou est-ce que vous êtes vraiment à fond et on peut tout encore, on peut renverser la tendance? C'est quoi votre sentiment sur la situation de la France, concrètement? Ben, comme je disais, je pense qu'il y a un mouvement de fond quand même, de patriotisme, de prise de conscience, lente, c'est sûr, mais progressivement, on voit bien que nos présidents sont de plus en plus incompétents euh, et que la France est en train voilà, d'avoir une mauvaise réputation, de perdre sa grandeur, son honneur même avec des présidents pareils. Donc, en réaction, évidemment, le patriotisme renaît et beaucoup de gens voilà, on a vu à Marseille, là, pour le meeting du RN, c'était assez impressionnant parce qu'on a vu beaucoup de gens issus de l'immigration qui étaient là, qui étaient de vrais patriotes, en fait. C'est intéressant. C'est une ville à 50% Mhm. maghrébine, quand même, je pense, par là. Vous connaissez mieux que moi, mais on Mhm. voit bien que même parmi ceux qui sont issus de l'immigration musulmane, ils aiment quand même la France, pour certains. Il n'y a pas que des racailles, je veux dire. Oui, oui, tout à Et fait. Il y a donc, beaucoup de patriotes et moi, ça veut dire que même si on est musulman, on peut s'intégrer, je pense. Je ouais, pense ben, il y a, que moi je connais des musulmans qui ont été plutôt sympathisants de Zemmour. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, j'en connais pas beaucoup, mais il y en bien a. sûr, Et parce qu'il y a une pression sociale.
Il y a Oui, une pression oui. sociale qui m'empêche de le dire ouvertement, mais je pense que, Mm, voilà, s'il y a un véritable patriotisme des Français de souche, ça va attirer ces nouveaux arrivants, ou d'ailleurs qui ne sont pas vraiment nouveaux, parce que ça fait 2 ou 3 générations qui sont ici. Il faut créer une force contraire à cette haine de la France qu'il y a dans les banlieues, et on pourra intégrer une partie de ces personnes. Et puis voilà, je pense que l'avenir pour moi je suis assez optimiste parce qu'il y a un mouvement aussi de fond. Hein. Trump va être sûrement réélu aux États-Unis, donc on voit qu'il y a des gens un peu partout qui se lèvent, même en se disant socialistes, en fait, ils sont souverainistes. Donc c'est intéressant de voir le réveil des nations qui a un lieu un peu partout et contre laquelle la gauche ne pourra rien faire. On mm. voit qu'ils ont perdu le monopole intellectuel, hein, la gauche. Un mouvement de l'arrivée de CNews, par exemple, c'est très intéressant en France Mm. Ben, d'avoir c'est un pourquoi média, ils veulent faire taire ces news. Ils sont un bien petit peu en entendu, panique. Ils essayent bien de entendu. bloquer le développement de tout cet écosystème, on va dire, métapolitique, trop à droite à leurs yeux. Ils sentent qu'ils perdent pied Mm, et que la droite, en tout cas le souverainisme, reprend du poil de la bête et mm. risque Et, de faire jouer ce fédéralisme à marche forcée qu'essaie de nous imposer Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron et compagnie. il y a une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'on peut dire que le RN est plus, est plus sur une ligne assimilationniste? Moi, j'ai l'impression, je me rappelle que j'ai été assez séduit par Éric Zemmour parce qu'il parlait beaucoup d'assimilation. Je me rends compte qu'il en parle beaucoup moins et je me rends compte que chez les militants de Reconquête, on parle de moins en moins d'assimilation. Il y en a beaucoup qui n'y croient pas et ils sont beaucoup plus identitaires. Donc, les identitaires, c'est ceux qui pensent vraiment à un peuple français de souche qui doit être voilà, sur les demandes de la scène. Et donc, j'ai l'impression que le RN est plus assimilationniste qu'identitaire. Est-ce que j'ai raison ou pas? Bien, il y a plusieurs courants au RN. C'est l'avantage ou l'inconvénient d'un grand parti. Donc, il y a des identitaires effectivement purs et durs, hein, comme chez Reconquête, euh, qui sont pas forcément d'accord avec toutes les prises de position de Marine Le Pen, hein, quand elle dit que Mm. l'islam est une religion de France, ou que je sais plus exactement Compatible son avec la expression. République? Oui, voilà, oui, plutôt de la République que de la France, c'est assez différent. Euh, et qui disent, bon, elle dit ça parce qu'il faut bien, c'est une question de stratégie. Et puis quand même, je pense, une majorité au RN pense que, oui, que l'assimilation sera possible, à condition de renvoyer tous les délinquants, etc. Alors, c'est justement un bon Ouais, point. Ouais, parce que j'imagine qu'au RN, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec beaucoup de choses, mais qui soutiennent quand même parce qu'ils comprennent que c'est une stratégie. C'est bien ça, alors, comme là, on parle de la phrase l'islam est compatible avec la République, mais je pense à d'autres. Je pense par exemple sur les points sujets économiques. Il y en a que je connais, par exemple, vous avez parlé de Thierry Mariani. Moi, je connais assez bien Thierry Mariani parce qu'il a été mon député des Français de l'étranger en Asie. Il vient de l'UMP, donc je sais que lui, c'est pas un socialiste, il est plutôt libéral sur les questions économiques. J'imagine, j'espère qu'il m'en voudra pas d'en parler, mais j'imagine qu'il est plutôt libéral, mais qu'il est au RN parce que, ben, pour des raisons évidentes. Et là, plus récemment, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'IVG. Alors, Marine Le oui. Pen a écrit qu'elle allait soutenir, que les députés RN allaient voter pour l'IVG. J'imagine que beaucoup au RN ne souhaitent pas voir l'IVG de la Constitution, mais ils soutiennent toujours le RN parce qu'ils se disent, oui, on est contre, mais bon, tant pis, on est Alors, obligé de il faut soutenir. Est-ce que regarder, c'est ça? justement, j'ai regardé les chiffres exacts ce matin. En réalité, il y a guère que la moitié du groupe RN à l'Assemblée nationale qui a voté pour. Ah, d'accord. Il y en a une douzaine qui ont voté contre et il y a eu beaucoup d'abstentions. Combien ont Donc, ils voté n'ont pas pour? pris position. Combien de pour, Pardon? combien de pour et combien de contre? Bah, je vous dis, la moitié était pour, Donc, c'est-à-dire une douzaine, 44, plus de 40. Et une douzaine de contre. voilà, une douzaine contre et le reste abstention et puis absence aussi. Il y en a qui ont, non, je sais plus, il y a deux, il y en a ceux qui n'étaient pas présents
et puis ceux qui se sont abstenus de voter. Donc, on voit qu'il y a presque la moitié du RN, malgré les déclarations de Marine Le Pen qui a dit que son groupe allait voter pour. En réalité, il n'y en a que la moitié qui a voté pour. Hum. Donc, il y a cette tension, effectivement. Enfin, c'est une tension. C'est une alliance de circonstances. Effectivement, il y a certains du RN ne veulent pas entrer dans ce débat ou alors s'opposent carrément. Mais c'est vrai que l'électorat du RN est majoritairement pour l'IVG. Alors, oui, pour Parce que l'IVG, c'est une chose, mais pour l'IVG dans la Constitution, c'est autre chose. les gens ne font pas la différence. Les gens ne font pas la différence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le RN n'a pas voulu rentrer dans les détails, parce que pour les gens, ils ne comprennent pas ce que ça vient faire dans la Constitution. De toute façon, pour eux, c'est un second vote pour l'IVG, pour la loi sur l'IVG. Ils ne comprennent pas les... Bon, on sait bien que c'est du théâtre de la part de Macron pour essayer de détourner l'attention. Donc, je pense que la tactique du RN a été bonne de pas se formaliser. Il y a eu différents avis opposés, etc. De pas en faire une tonne là-dessus parce que c'est une perte de temps. De toute façon, ce serait passé sans le RN. Hum. Donc, il n'y avait rien à faire contre. Hein. C'était pas la peine de se mettre à dos toutes les femmes du RN qui sont pour l'avortement. Donc, d'un point de vue tactique, ça n'aurait servi à rien de s'opposer. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, il faut faire, faire avec ces circonstances et accepter et même voter. Alors, moi, j'aurais pas personnellement voté pour, mais euh, voilà, de ne pas s'opposer ouvertement. D'accord. Vous aurez voté contre ou abstention? Moi, j'aurais voté contre, oui. D'accord. Mais, Ok, intéressant. Ok. mais, Euh, bon, je ne Aujourd'hui, je suis pas, pense. Comment? je ne suis pas député du RN ni Ouais, ami du voilà. RN. Mais bon, c'est intéressant. Moi, je trouve intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est du RN et qui n'était pas forcément sur la même ligne, mais qui toujours soutient. Donc, ça permet Je suis de aussi comprendre membre la de l'IA. psychologie. Hmm. Je suis D'IA aussi aussi, membre de d'IA. l'IA, Frédéric D'accord. Poisson. Euh, Ok. ça, Bon, très bien. Alors, récemment, j'ai pensé à une question que je veux poser à tous mes intervenants expatriés pour finir chaque interview. C'est est-ce que vous vous sentez patriote et est-ce que vous sentez que vous êtes utile en dehors de la France pour servir la France? Donc, voilà, en tant que Français à l'étranger, est-ce que vous servez les intérêts de la France? j'espère que l'on peut. Je voyais récemment qu'il y avait 1 million de Français de l'étranger qui n'étaient pas inscrits sur les listes consulaires et donc qui ne voteront pas. Donc c'est vraiment notre mission à nous, Français de l'étranger, de motiver ce million de personnes pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils votent aux européennes. Parce que ça reste des Français, il faut qu'ils comprennent. Peut-être un jour ils rentreront en France, donc il faut vraiment qu'on agisse, quoi. C'est pareil, je disais, les fédérations, elles devraient quand même aller chercher les abstentionnistes au lieu de rester dans des groupes Telegram et de déblatérer Être le entre sexe soi? des gens. Hmm. Oui, et d'entre soi, il faut vraiment qu'on ait une action coordonnée. Et je pense qu'avec la France libre, on essaiera de faire tout ce qu'on pourra pour essayer d'aller chercher ces abstentionnistes. On a déjà sorti 2 vidéos euh, pour essayer de motiver en disant, en laissant le choix du vote à droite, mais inscrivez-vous sur les listes électorales et votez, parce que on sait que les élections européennes n'intéressent pas grand monde, mais alors à l'étranger, c'est encore bien pire. Hmm. Et en Ok. plus, ceux qui votent pour Macron, donc il faut vraiment Hmm. voter Faut dans le changer la sens. Donc tendance. Hmm. on a vraiment une marge de manœuvre, il faut vraiment qu'on agisse, qu'on arrête les querelles de clocher et on se coalise sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, Français de l'étranger, inscrivez-vous, votez. Vous avez jusqu'au mois de mai, je crois, au 5 mai pour s'inscrire, donc faut absolument le faire. Un devoir patriote. 3 mai, je crois. Je crois que c'est le 3 mai. Bon, 3 mai, c'est possible. ok. Bon, très bien. Ben, en tout cas, ben voilà, très intéressant. Merci pour tout. Est-ce que vous avez un dernier mot, une précision, peut-être sur la France libre, comment on fait pour
Alors, vous avez quoi? Vous avez une page Facebook, le Twitter? Comment on fait pour trouver ça? Bon, bah, il suffit de taper de France Libre sur Facebook ou n'importe où. C'est assez facile, hein. Il y a le portrait du général de Gaulle, donc sur Twitter on peut nous contacter assez facilement, hein, sur Telegram ou sur WhatsApp, sur TikTok. C'est assez facile de trouver. D'ailleurs, je conseille TikTok vraiment aux responsables de fédération parce que ça marche vraiment très très bien. On touche des publics justement d'abstentionnistes ou de gens un peu, bon, des jeunes évidemment. Alors que sur Facebook, on sait que les gens ont plus de 50 ans, hein, 45, 50 ans, ceux qui suivent encore Facebook, et c'est vraiment en chute. Alors que à s'investir sur TikTok, ce serait quand même un militantisme beaucoup plus efficace, à mon avis. Parce que dès que j'ai publié une photo hier, elle a fait 5000 vues, de propagande, hein, contre la candidate macroniste. C'est assez facile, hein, de toucher du monde comme ça. Donc D'accord. voilà, pour nous contacter, c'est assez simple. On pourra peut-être mettre le lien à votre vidéo en dessous, Oui, quelque ou chose comme ça. dans l'article, parce que cette vidéo va être inclue dans l'article qui est sur le site du D'accord, CSI, du Club France International. Donc, on peut ajouter le lien à la fin de l'article. Et on va ajouter la parfait. vidéo et le lien. Ok. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette interview intéressante, effectivement. Merci Pierre-Emmanuel et bonne réussite dans tous ces projets pour la bonne cause et pour la France. Merci bien, on essaye. À bientôt. À bientôt.